Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à une question de Francine qui se demande si l'alcool c'est paléo. En effet, il y a une vieille blague qui dit que l'alcool tue les cellules les plus faibles du cerveau, ce qui crée de la sélection naturelle et qui augmente la qualité globale du cerveau. Alors, on va voir s'il y a un petit peu de vrai là-dedans. Déjà, soyons clairs, l'alcool est plutôt déconseillé, au moins pendant la période initiale de 30 jours. Euh, Notamment à cause de son impact sur la santé du petit intestin. L'alcool, c'est un antibactérien extrêmement fort qui va tout tuer sur son passage, y compris la flore intestinale, qui est très utile pour la digestion. Ceci étant dit, on a cité un principe qui s'appelle le principe d'Hormèse dans la vidéo sur le cadre paléo. Et ce que dit ce principe, c'est que si on prend du poison, qu'on en prend à forte dose, on va mourir. Mais si on prend ce même poison à une dose très faible, on peut voir une réponse qui va être finalement bénéfique pour la santé. Si on regarde de plus près l'alcool, on a trois grandes catégories. On a les bières, les vins et les spiritueux. Donc contrairement aux vins et aux spiritueux, les bières vont avoir des protéines résiduelles comme le gluten. Ces protéines qui sont ce qu'on essaie justement d'éviter dans un régime paléo. Donc, et ça, ces protéines-là ne sont pas présentes dans les vins et les spiritueux, notamment grâce à la distillation dans le cas des spiritueux. Donc techniquement, on peut considérer les vins et les spiritueux comme étant paléo, de manière modérée. Mais la question, c'est plus est-ce que la consommation modérée d'alcool va avoir un impact positif sur la santé, plus que est-ce que c'est paléo. Si on regarde la science dite épidémiologique, c'est-à-dire qui fait de l'observation, la plupart des études épidémiologiques sur le sujet ont tendance à suggérer qu'une consommation modérée d'alcool, c'est-à-dire de 0,5 à 1 verre par jour, des fois jusqu'à 2, vont avoir un impact positif sur la santé. Et puis au-dessus de ça, ça devient plus néfaste. Donc ce que ça suggère, c'est que de manière modérée, c'est correct. Et si vous avez le choix par contre entre l'alcoolisme et l'abstinence, probablement que l'abstinence est un meilleur choix. Ceci étant dit, ce qu'il faut réaliser, c'est que là on parle d'observation, on parle d'épidémiologie. Puis il y a un certain nombre de problèmes à tirer des conclusions comme ça. Si je vous dis par exemple que plus on vend des crèmes glacées, plus on voit des attaques de requins, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une corrélation entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que la vente de crème glacée va causer plus d'attaques de requins. Ce serait plus sensé d'imaginer que c'est lié à la température extérieure et que plus il fait chaud, plus on va vendre de crème glacée et puis plus les gens vont se baigner et plus ils vont se faire attaquer par les requins. Donc, corrélation ne veut pas nécessairement dire relation de cause à effet. Et ce même genre de raccourci qui est utilisé pour démoniser les graisses saturées, le cholestérol, les œufs, la viande rouge, le beurre, l'huile de coco. C'est ce genre de raccourci n'est pas du tout scientifique. Donc, si on prend par exemple le docteur John Ioannidis, qui a étudié toute sa vie la mauvaise science, lui ce qu'il conclut dans un article qu'il a publié dans un journal qui s'appelle le PLOS Medicine, ce qu'il conclut c'est que 80% des conclusions qui sont suggérées dans les études d'observation, c'est-à-dire les études les plus courantes, les études épidémiologiques, sont par la suite démontrées comme étant fausses. Donc 80% des conclusions qui sont suggérées se retrouvent à être fausses par la suite. Donc, les raisons qu'il avance, c'est de la manipulation des analyses de données, de la recherche de conclusions qui font plus avancer la carrière du chercheur que la science elle-même, ou l'utilisation du processus de revue par les pairs pour supprimer les vues opposées. Donc là, c'est des accusations extrêmement graves, puis ça concerne les articles qui sont publiés dans les journaux scientifiques les plus donc les plus connus, les plus prestigieux. Donc, en conclusion là-dessus sur l'épidémiologie, c'est
ça peut être utilisé pour générer des hypothèses. Il faut ensuite valider ces hypothèses avec des études d'intervention. On ne peut pas arriver tout de suite aux conclusions. Donc, dans le cas de l'alcool, on pourrait imaginer par exemple une hypothèse qui a été émise par Chris Masterjohn, qui dit par exemple, on pourrait imaginer que on a une enzyme qui s'appelle l'enzyme alcohol dehydrogenase qui détoxifie l'alcool. Et quand on regarde, il y a beaucoup des effets adverses de l'alcool sur le foie et les reins qui sont attribués à l'éthanol parce que l'éthanol va occuper cette enzyme pour la détoxification. Cependant, à faible dose, ça se peut que l'alcool régule à la hausse cette enzyme. Et comme cette enzyme a aussi un effet sur la vitamine A, ça se peut que la consommation modérée d'alcool ait un impact positif. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est une hypothèse qui est extrêmement précise, qui ne permet pas de tirer des conclusions tout de suite sans l'avoir testée. Donc, si on regarde les études maintenant d'intervention, donc justement des études qui ne sont pas d'observation, mais sur lesquelles on a intervenu, on voit des études qui montrent une réduction du LDL, c'est-à-dire d'un des transporteurs du cholestérol, la réduction de l'oxydation du LDL. On va voir d'autres études qui vont montrer une augmentation du statut antioxydant et réduction du stress oxydatif chez les humains, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ou on va voir d'autres études d'intervention qui montrent que boire du vin rouge en mangeant de la viande rouge peut réduire les produits oxydants. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des études d'intervention qui sont en faveur, mais qui sont moins larges. Donc, les études d'intervention vont nous permettre de tirer des meilleures conclusions, mais souvent ces conclusions vont être beaucoup plus ciblées. On ne peut pas tirer des conclusions aussi grosses que ok, ça améliore toute la santé et puis ça va réduire. En fait, on peut, mais ces études coûtent beaucoup plus cher et on va avoir du mal à faire des études sur 20 ans pour des hommes sur de l'intervention. Donc, ce qui va surtout nous inquiéter dans l'alcool, c'est le foie, l'hépatite, la cirrhose, le cancer. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a un fait absolument intéressant, là encore qu'on remarque dans des études d'intervention, des études qui agissent sur les sujets. Donc, chez les animaux, les effets néfastes de l'alcool sur le foie, ils arrivent quand ils sont combinés avec des gras polyinsaturés, c'est-à-dire la margarine, les huiles végétales. Donc si on prend par exemple 3 expériences qui ont été faites sur des souris, on a donné la maladie du foie à des souris, puis ensuite on les a divisées en 2 groupes, celles qui ont eu des gras saturés, puis celles qui ont eu des gras polyinsaturés. Le groupe à qui on a donné des gras saturés s'en est remis. Le groupe à qui on a donné des gras polyinsaturés ne s'en est pas remis. Ou encore une autre étude à qui on a donné des souris à qui on a donné 27% de leurs calories sous forme d'alcool. Ça a causé des maladies du foie et le syndrome métabolique pour le groupe sur l'huile de maïs, qui est polyinsaturée. Puis il n'y a pas eu de maladie pour le groupe sur lequel on a mis sur du beurre de cacao, qui est un gras saturé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue biologique, ça fait complètement du sens, parce que l'alcool, c'est un sucre toxique qui est métabolisé dans le foie, tout comme le fructose. Et les gras polyinsaturés, c'est-à-dire les gras venant des huiles végétales, sont chimiquement extrêmement fragiles et ils réagissent très rapidement avec le sucre. Mais les gras saturés, qui sont beaucoup plus robustes, ne réagissent pas, ou en tout cas beaucoup moins avec les sucres. Et donc, d'un point de vue biologique, ça fait du sens de voir des conclusions comme ça au niveau de l'intervention. La traduction, ça veut dire quoi pour nous? Si on regarde le régime paléo, c'est un régime qui est riche en graisses saturées et qui va être pauvre en graisses polyinsaturées, donc en huile végétale. Ces huiles polyinsaturées, comme les huiles végétales, vont empêcher le foie de détoxifier l'alcool. Donc, on ne peut pas regarder les aliments de manière complètement isolée, il faut les regarder dans leur ensemble. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on prend un régime qui est avec des gras saturés, on a l'air, en tout cas, de ne pas avoir d'impact négatif sur le foie avant une grosse dose d'alcool.
L'autre traduction, c'est que si vous choisissez l'alcoolisme, ce serait probablement sage d'enlever au moins les gras polyinsaturés, puis de limiter aussi le fructose, pour laisser une petite chance à votre foie. Donc, des petites suggestions, hein. Vous pouvez prendre un bon Syrah avec votre ribeye steak. Vous pouvez ne pas hésiter à mettre du beurre sur le steak, parce que le beurre c'est aussi un gras qui est saturé. Et puis peut-être de limiter le vin les jours où vous mangez du poisson, parce que le poisson c'est une graisse qui est polyinsaturée, donc elle est bénéfique à petite dose, mais euh, elle va avoir l'inconvénient justement de réagir avec les sucres, et donc privilégiez plutôt le steak quand vous voulez boire du vin. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions, du feedback, c'est à paléofacile@gmail.com. Vous pouvez trouver toutes les vidéos sur paléofacile.com. Vous avez toutes les références aux deux liens indiqués. Et comme d'habitude, tout ce que je vous dis là n'est pas un conseil médical. Je ne suis pas médecin. Donc parlez-en à votre spécialiste de la santé avant de changer vos habitudes alimentaires.